Savez-vous ce qui arrive quand un homme crache sur la tombe de ses ancêtres 3 nuits de suite? Kofi Mensah l'a fait. Et ce jour-là, le baobab millénaire du village de Dagara s'est fendu en deux sans qu'un seul coup de vent ne souffle. Kofi était le plus riche commerçant de la région du Nord Ghana, propriétaire de cette boutique entre Bolgatanga et Tamale, celui qui refusait de partager ne serait-ce qu'une noix de cola avec les mendiants à sa porte. Son or brillait, mais son cœur était plus sec que la terre rouge de l'harmattan. Et maintenant, les ancêtres l'avaient marqué. Mais pensait-il vraiment qu'il pouvait le toucher, lui qui possédait assez d'argent pour acheter 3 villages? Écoutez bien ce qui suit. Le village de Dagara s'éveillait chaque matin au son des pilons frappant le mil, au chant des coqs rachitiques et au rire des enfants courant pieds nus entre les cases rondes aux toits de paille. L'air sentait le bois de karité brûlé, la sueur chaude et cette poussière ocre qui tapissait la gorge à chaque respiration. Le fleuve Volta, à 3 kilomètres du village, brillait comme un serpent argenté sous le soleil impitoyable du Sahel. Kofi Mensah avait bâti son empire sur le dos des autres. À 35 ans, il possédait la plus grande boutique de Dagara, un bâtiment en dur avec un toit en tôle ondulée qui brillait comme un défi aux cases de terre séchées alentour. Il vendait tout, tissus kant importés de Kumasi, bidons d'huile de palme, sacs de riz thaïlandais, téléphones chinois. Ses doigts boudinés comptaient les cédilles avec une rapidité qui fascinait et ses yeux petits, enfoncés dans son visage bouffi, ne laissaient jamais passer une seule pièce. L'hyène qui chasse seule mange la viande entière, disait-il en riant, quand les anciens lui reprochaient de ne jamais contribuer aux cérémonies funéraires, aux mariages, aux récoltes communes. Il avait épousé 3 femmes non par désir, mais pour montrer sa richesse. Elles vivaient comme des prisonnières dans sa grande concession, vêtues de pagnes coûteux mais les yeux vides comme des calebasses brisées. Son meilleur ennemi était Kwam, le griot du village, vieil homme maigre comme une branche de néré, dont la voix portait encore la sagesse de cette génération. Kwam le regardait passer chaque jour devant le baobab sacré sans s'incliner, sans offrir une prière, sans même ralentir le pas. Kofi, mon fils, l'avait-il appelé un matin de saison sèche, l'arbre qui refuse de courber ses branches sous la tempête finit toujours déraciné. Kofi avait ri, exhibant ses dents en or. Vieux fou, garde tes proverbes pour les idiots qui n'ont rien. Moi, j'ai de quoi acheter la tempête elle-même. Ce jour-là, les femmes au puits avaient murmuré en se cachant les lèvres. Les enfants avaient cessé de jouer. Même les chiens galeux avaient détourné le regard. Mais Kofi était rentré chez lui, les poches lourdes de billets froissés, persuadé que l'argent était plus fort que les ancêtres, la tradition, le destin. 3 semaines plus tard, sa mère la vieille Ama, seule personne qu'il respectait encore vaguement mourut dans son sommeil. Son corps fut lavé selon les rites, enveloppé dans du tissu blanc, et enterré près du baobab sacré. Kofi organisa des funérailles grandioses, non par amour, mais par orgueil. Il tua 4 chèvres, fit venir un orchestre de Tamale, distribua du gin et du cognac. Mais quand vint le moment de l'offrande aux ancêtres, il refusa. « Je ne vais pas gaspiller mon argent pour des morts qui ne peuvent même pas boire, cracha-t-il devant toute l'assemblée. Les anciens blanchirent. Kwam ferma les yeux. Et cette nuit-là, Kofi commit l'impardonnable. À minuit, ivre de cognac et d'arrogance, Kofi se rendit à la tombe fraîche de sa mère. La lune était absente, avalée par des nuages épais comme de la boue. Les grillons s'étaient tus. Seul le vent soufflait, chaud et malsain, portant une odeur de cendre. Devant le monticule de terre rouge, Kofi se mit à rire. Un rire gras, obscène, qui déchirait le silence sacré de la nuit. Mère! Ancêtre! Vous m'entendez? Je suis plus fort que vous tous. Mon argent vaut plus que vos bénédictions. Et il cracha. 1 fois. 2 fois. 3 fois sur la terre qui recouvrait le corps de celle qu'il avait portée. Le baobab, à 10 mètres de là, frémit. Ses racines aériennes se tordirent comme des serpents agonisants. Et dans un craquement qui réveilla tout le village, l'arbre millénaire, celui qui avait vu naître et mourir 50 générations, se fendit en deux, de la cime jusqu'aux racines, comme si une hache invisible l'avait tranché d'un coup. Kofi se figea. Son rire mourut dans sa gorge. La sueur froide lui coula dans le dos. Il voulut courir, mais ses jambes refusaient de bouger, comme si la terre elle-même le retenait. Dans le silence qui suivit, une voix s'éleva.
Ni masculine ni féminine, ni vivante ni morte. Elle venait de partout et de nulle part à la fois, montant de la terre, descendant du ciel, sortant des arbres. Kofi Mensa. Tu as craché sur tes ancêtres. Tu as souillé la tombe de celle qui t'a donné la vie. Maintenant, tu vas apprendre ce que signifie être véritablement seul. Le lendemain matin, quand le soleil se leva rouge sang sur Dagara, tout le village vit le baobab fendu. Et quand ils virent Kofi rentrer chez lui en titubant, les yeux hagards, ils surent tous que quelque chose d'irréversible venait de se produire. Mais ils ne savaient pas encore à quel point. Le lundi, la plus grande boutique de Kofi prit feu. Personne ne sut comment. Il n'y avait pas eu d'orage, pas de cigarettes oubliées, pas de lampe à pétrole renversée. Les flammes étaient apparues d'un coup, comme des langues voraces sortant du néant, et avaient tout dévoré en moins d'une heure. Tissus, téléphone, sacs de riz tout transformés en cendres noires qui sentaient le soufre et la malédiction. Kofi regarda brûler sa fortune sans pouvoir bouger. Ses employés criaient, les villageois formaient des chaînes humaines pour puiser l'eau du puits, mais lui restaient plantés là, les yeux fixes, comme hypnotisés par les flammes dansantes. Les termites qui rongent le pilier central finissent toujours par être écrasés par le toit, murmura Kwam en passant près de lui. Le mercredi, ses deux autres boutiques à Bolgatanga fermèrent. Ses débiteurs, ceux qui lui devaient des milliers de cédis, disparurent comme fumée au vent. Ceux qui l'avaient exploité, ceux à qui il avait prêté de l'argent à des taux usuriers, ceux qui l'avaient menacé de saisie tous s'évanouirent dans la nature, emportant leurs dettes comme des oiseaux emportent des graines. Le vendredi, ces trois femmes le quittèrent. Elles partirent à l'aube, sans un mot, sans un regard en arrière, leurs ballots sur la tête, marchant vers leur village natal comme des prisonnières libérées. La plus jeune, Abena, s'arrêta au seuil de la concession. « Tu nous as achetés comme on achète des chèvres, dit-elle d'une voix plate. Maintenant, même les chèvres ne voudraient plus de toi. » Kofi voulut la frapper, mais sa main retomba, molle, inutile. Il ouvrit la bouche pour hurler, mais aucun son ne sortit. C'est là qu'il comprit, il était en train de perdre non seulement ses biens, mais aussi sa force, sa voix, son pouvoir. Les villageois cessèrent de lui parler. Pas officiellement personne n'avait prononcé de bannissement mais c'était comme s'il était devenu invisible. Quand il marchait dans les ruelles poussiéreuses, les conversations s'arrêtaient net. Les enfants qui jouaient s'écartaient de son chemin. Les femmes au marché détournaient le regard. Même les chiens ne le suivaient plus en espérant des restes. Sa grande maison en dur devint une prison. Les murs qui l'avaient protégé du soleil et de la pluie l'étouffaient maintenant. Il essayait de dormir, mais des cauchemars le réveillaient chaque nuit à 3 heures du matin toujours à la même heure, celle de la mort. Il voyait sa mère, le visage couvert de crachats, qui le regardait sans rien dire. Il voyait le baobab fendu qui saignait une sève rouge comme du sang. Il voyait ses propres mains qui pourrissaient, les doigts tombant un par un comme des fruits gâtés. Un soir, affamé car plus personne ne lui vendait de nourriture, il se rendit chez une vieille vendeuse de galettes de maïs. Il posa un billet de 50 cédis devant elle. « Donne-moi à manger, croassa-t-il. » La vieille femme le regarda longuement, ses yeux laiteux de cataracte semblant voir à travers lui. « L'argent ne nourrit pas celui que les ancêtres ont marqué, dit-elle simplement. Elle ramassa le billet, le déchira en petits morceaux sous ses yeux, et les morceaux s'envolèrent dans le vent comme des papillons blancs. Kofi commença à voir des choses. Des ombres qui se déplaçaient dans les coins de ses yeux. Des silhouettes qui disparaissaient quand il tournait la tête. Des voix qui murmuraient son nom dans le vent chaud de l'harmattan. Une nuit, il se réveilla pour trouver sa chambre remplie d'eau. Une eau noire, épaisse, qui montait lentement du sol. Il voulut crier, mais l'eau entra dans sa bouche, froide et amère comme de la bile. Il se noya dans son propre lit, suffocant, battant des bras, jusqu'à ce que d'un coup l'eau disparaisse. Il se retrouva trempé de sueur, seul dans le noir, le cœur battant comme un tam-tam de guerre. Le lendemain, il alla voir Kwam. Le vieux griot était assis sous l'ombre maigre d'un acacia, réparant une vieille kora dont les cordes pendaient comme des cheveux de mort. « Aide-moi, supplia Kofi. Dis-moi ce que je dois faire. » Kwam ne leva même pas les yeux. Le serpent qui a mordu son propre corps ne peut plus se déplacer, dit-il en pinçant une corde qui résonna tristement. Tu as coupé tes propres racines, Kofi.
Maintenant tu découvres qu'un arbre sans racines n'est qu'un bâton mort. Je ferai n'importe quoi. Je donnerai tout ce qu'il me reste. Tu n'as plus rien à donner. Tout ce que tu possédais, tu l'as volé. Tout ce que tu es, tu l'as construit sur le dos des autres. Et maintenant, les ancêtres demandent paiement. Kofi vendit sa dernière boutique pour presque rien, juste assez pour acheter du thou et du riz pendant quelques semaines. Il vendit ses vêtements coûteux, ses chaussures en cuir, même l'alliance en or qu'il portait au doigt. Mais l'argent disparaissait comme sable entre ses doigts. Il achetait du pain le matin, et le soir il ne lui restait plus une pièce, sans savoir où elle était passée. Sa peau commença à changer. Des taches sombres apparurent sur ses bras, son visage, son torse. Pas de la lèpre, les guérisseurs l'avaient examiné, mais quelque chose d'autre. Comme si son corps reflétait enfin l'état de son âme, pourri, souillé, maudit. Les enfants l'appelaient maintenant Kofi le marqué. Ils lui lançaient des pierres quand il passait. Les jeunes hommes crachaient sur son ombre. Les vieilles femmes murmuraient des prières de protection quand il s'approchait. Et chaque nuit, à minuit pile, il entendait le baobab. Le craquement de l'arbre qui se fendait, encore et encore et encore, comme une blessure qui refuse de guérir. Parfois, il jurait entendre aussi la voix de sa mère, qu'il appelait par son nom d'enfant, celui qu'elle utilisait quand il était petit, avant qu'il ne devienne ce monstre d'avarice. Kofi, mon petit Kofi, pourquoi as-tu fait ça? Il pleurait alors, recroquevillé dans un coin de sa grande maison vide, ses larmes traçant des sillons dans la crasse qui couvrait maintenant son visage. La nuit de la pleine lune, exactement un mois après avoir profané la tombe, Kofi fit un rêve qui n'était pas un rêve. Il se retrouva debout devant le baobab fendu. Mais l'arbre était vivant maintenant, pulsant d'une lumière argentée qui faisait mal aux yeux. La fente dans le tronc s'élargit, s'ouvrant comme une bouche, comme une porte, comme une plaie béante dans la chair du monde. Entre, dit la voix. La même voix que la nuit de sa transgression. Kofi voulut refuser, mais ses jambes le portèrent en avant, comme si elles ne lui appartenaient plus. Il franchit le seuil de l'arbre et bascula dans le noir. Il tomba. Longtemps. Éternellement. À travers des couches de ténèbres épaisses comme de la mélasse. Et puis il atterrit, durement, dans un endroit qui n'était nulle part et partout à la fois. Autour de lui se tenaient les ancêtres. Ils étaient des dizaines. Des centaines peut-être. Debout en cercle, silencieux, leurs visages sculptés dans l'ébène et l'ivoire de la mémoire collective. Certains portaient les pagnes de guerre des anciens royaumes achantis. D'autres les tuniques blanches des prêtres vaudous. D'autres encore les scarifications des chasseurs de lions. Tous le regardaient avec des yeux qui ne sciaient pas, des yeux qui voyaient tous ses crimes, ses mensonges, ses trahisons. Et devant lui, plus proche que les autres, se tenait sa mère. Mais ce n'était pas la vieille femme fatiguée qui l'avait enterrée. C'était Ama jeune, Ama forte, Ama telle qu'elle était quand elle le portait sur son dos en travaillant au champ, avant que la vie et sa cruauté ne la brisent. Mère, murmura Kofi, tombant à genoux. Elle ne répondit pas tout de suite. Elle le regarda longtemps, si longtemps qu'il sentit chaque seconde comme un couteau dans son cœur. Pourquoi, mon fils? Sa voix était douce. Pas en colère. Juste infiniment triste. Et cette tristesse était pire que 1000 malédictions. Je ne sais pas. Je voulais être fort. Je voulais ne jamais avoir besoin de personne. Je voulais. Tu voulais être un arbre sans forêt, l'interrompit un des ancêtres, un vieil homme aux cheveux blancs tressés. Tu oubliais que même le plus grand baobab ne pousse qu'avec l'aide de la terre, du soleil, de la pluie, et des autres arbres qui le protègent du vent. Un autre ancêtre s'avança, une femme majestueuse portant des bracelets d'or au poignet. Ubuntu, dit-elle simplement. Je suis parce que nous sommes. Tu l'as oublié. Tu as cru que tu pouvais être sans nous. Sans ta communauté. Sans tes ancêtres. Sans le respect de ceux qui t'ont précédé. Les ancêtres commencèrent à parler, l'un après l'autre, chacun révélant une vérité comme on retire les couches d'un oignon. Tu as exploité tes frères pour ton profit. Tu as méprisé les pauvres alors que tu étais né pauvre toi-même. Tu as refusé de partager alors que partager est ce qui fait de nous des humains. Tu as craché sur ta mère, celle qui t'a donné le lait de ses seins, la chaleur de son corps, la protection de son amour.
Chaque accusation tombait comme une pierre dans son cœur. Kofi pleurait maintenant, des larmes chaudes qui coulaient sans fin, lavant son visage, lavant sa honte. « Je suis désolé, sanglota-t-il. Je suis tellement désolé. Que dois-je faire? Dites-moi et je le ferai. N'importe quoi. » Le cercle des ancêtres s'ouvrit. Derrière eux apparut une vision, Dagara. Mais pas le Dagara qu'il connaissait. C'était un village affamé, des enfants au ventre gonflé, des vieux trop faibles pour travailler, des femmes pleurant sur des tombes fraîches. Et au centre de tout cela, comme une tumeur, sa grande maison vide, mur de richesse égoïste au milieu de la misère collective. « Regarde ce que tu as pris, dit sa mère. Regarde ce que tu as refusé de donner. Maintenant, regarde ce que tu dois réparer. » La vision changea. Il se vit lui-même, mais différent. Les mains calleuses, le dos courbé, travaillant avec les autres au champ. Il se vit distribuant sa nourriture, consolant les veuves, enseignant aux jeunes, respectant les anciens. Il se vit petit, humble, parti d'un tout plus grand que lui. « C'est ton chemin maintenant, dit le vieil homme aux cheveux tressés. Non pas pour nous. Pas même pour ta mère. Mais pour toi-même. Pour redevenir humain. » « Et si je refuse, murmura Kofi, une dernière étincelle d'orgueil mourant en lui. Les ancêtres sourirent mais ce n'étaient pas des sourires de joie. « Alors tu resteras ici. Avec nous. Pour toujours. Ni vivant ni mort. Juste une ombre parmi les ombres, un fantôme d'homme qui a choisi l'or plutôt que l'humanité. » Kofi regarda autour de lui. Derrière le cercle des ancêtres, il vit d'autres silhouettes floues, gémissantes, se tordant dans une agonie éternelle. C'étaient ceux qui avaient refusé. Ceux qui étaient restés. Condamnés à errer dans les ténèbres, sans repos, sans paix, sans fin. « Je choisis de vivre, dit-il, sa voix soudain claire et forte. Je choisis de réparer. Je choisis Ubuntu. » Sa mère sourit enfin. Un vrai sourire, chaud comme le soleil du matin. « Alors retourne, mon fils. Retourne et montre-nous que tu as compris. » Le sol se déroba sous lui. Il tomba à nouveau, mais cette fois vers le haut, vers la lumière, vers le monde des vivants. Kofi se réveilla au pied du baobab fendu, le corps trempé de rosée, les premiers rayons du soleil lui chauffant le visage. Autour de lui, le village s'éveillait. Les coqs chantaient. Les enfants riaient. La vie continuait, comme elle avait toujours continué. Il se leva lentement, chaque muscle endolori comme s'il avait travaillé 3 jours d'affilée. Mais quelque chose avait changé. Les taches sur sa peau s'étaient estompées. Pas disparues, elles ne disparaîtraient jamais complètement, témoignage permanent de ce qu'il avait été mais atténué, moins noir, moins profonde. La première chose qu'il fit fut de se rendre à la tombe de sa mère. Il s'agenouilla devant le monticule de terre rouge, de ses mains nues, commença à le nettoyer, enlevant les feuilles mortes, aplanissant la terre, plantant des fleurs sauvages sur les bords. Puis il pria. Pas les prières apprises des imams, mais des mots qui venaient de son cœur, simples et vrais. Pardonne-moi, mère. Je vais essayer. Je vais vraiment essayer. Kwame le vit de loin, appuyé sur son bâton de marche. Le vieux griot ne dit rien, mais ses yeux brillaient d'une lueur qui pouvait être de l'espoir. Les semaines suivantes, Kofi vendit sa grande maison. Pas pour le prix qu'elle valait, il la donna presque, à une famille dont la case avait brûlé pendant la saison sèche. Avec l'argent qui lui restait, il acheta des semences et les distribua aux familles trop pauvres pour planter. Il rejoignit les groupes de travail communautaires. Lui, qui n'avait jamais touché une houe de sa vie, apprit à labourer. Ses mains formèrent des ampoules qui éclatèrent, puis des callosités qui durcirent. Son dos devint douloureux, ses épaules se musclèrent. Il transpirait sous le soleil du Sahel, la sueur lavant la dernière crasse de son ancienne vie. Les villageois le regardaient avec méfiance au début. Certains crachaient encore sur son passage. Mais Kofi ne répondait pas, ne se plaignait pas. Il travaillait en silence, tête baissée, accomplissant les tâches les plus dures, demandant les portions les plus petites lors des repas communs. Un jour, pendant les récoltes, un jeune homme, le fils d'un de ceux qui l'avaient ruiné, trébucha et se blessa la jambe avec sa faucille. Le sang coulait, épais et rouge.
Kofi fut le premier à son côté. Il déchira son propre pagne pour faire un bandage, porta le garçon sur son dos jusqu'au dispensaire, paya les soins avec ses dernières pièces. « Pourquoi tu fais ça ?» lui demanda le jeune homme, suspicieux. « Mon père dit que tu es un diable. » Kofi sourit un vrai sourire, triste et humble. « Parce que ton sang vaut plus que tout l'or que j'ai jamais possédé. Parce que je suis en train d'apprendre que nous sommes tous liés. Parce que quand tu saignes, je saigne aussi. » Le jeune homme ne répondit pas, mais quelque chose changea dans son regard. Petit à petit, mois après mois, Kofi reconstruisit. Pas sa fortune, elle ne reviendrait jamais et il n'en voulait plus. Il reconstruisit quelque chose de plus précieux, sa place dans la communauté, son humanité, son âme. Il apprit les proverbes que Kwam récitait. Il participa aux cérémonies funéraires, offrant ce qu'il pouvait, parfois juste sa présence, ses bras pour creuser, sa voix pour pleurer avec les autres. Il aida au mariage, jouant du djembé même s'il jouait mal. Il s'asseyait avec les anciens, écoutant leurs histoires, apprenant enfin ce qu'il aurait dû apprendre enfant. Et chaque soir, avant de dormir, il allait au baobab fendu et murmurait ses remerciements aux ancêtres. Le baobab ne guérit jamais. La fente resta, large et profonde, cicatrice permanente dans le bois ancien. Mais les villageois remarquèrent quelque chose, des pousses vertes commençaient à sortir des deux moitiés de l'arbre. Des branches nouvelles qui poussaient parallèles, comme deux arbres séparés mais unis par les mêmes racines. « Voyez-vous, dit Kwam un jour en pointant l'arbre du doigt, même fendu, le baobab vit. Parce que ses racines sont fortes. Parce qu'il sait que la vie continue, même après la blessure. » Il regarda Kofi qui travaillait dans les champs au loin. Comme certains hommes. 5 ans plus tard, personne dans Dagara ne parlait plus de Kofi le riche. Il parlait de Kofi le jardinier, celui qui avait les meilleures mains pour les plants de tomates, celui qui savait calmer les enfants malades avec des histoires, celui qui ne refusait jamais d'aider. Les taches sur sa peau étaient toujours là, pâles mais visibles. Il ne cherchait pas à les cacher. Elles faisaient partie de lui maintenant, rappel constant de ce qu'il avait été et de ce qu'il ne serait plus jamais. Un soir, alors que le soleil se couchait rouge sur le fleuve Volta et que les enfants jouaient autour du baobab fendu, Kwam s'assit à côté de Kofi sur un tronc d'arbre mort. « Tu as appris » dit simplement le vieux griot. « J'apprends toujours » répondit Kofi. « Chaque jour. » Kwam hocha la tête, satisfait. Il sortit sa kora et commença à jouer une mélodie ancienne, celle que les griots jouent quand un homme perdu retrouve son chemin. « Écoutez tous, dit-il d'une voix qui porta jusqu'aux confins du village. Laissez-moi vous dire ce que les ancêtres m'ont enseigné, le destin n'est pas un ennemi à combattre. C'est un fleuve qui nous porte. On peut nager contre le courant et se noyer. Ou on peut apprendre à nager avec lui, et découvrir où il nous mène. » Il posa la main sur l'épaule de Kofi. Celui qui crache sur ses ancêtres crache sur lui-même. Celui qui méprise sa communauté se méprise lui-même. Mais celui qui apprend, même tard, même après avoir touché le fond du puits le plus sombre, celui-là peut encore voir les étoiles. Les villageois s'étaient rassemblés maintenant, attirés par la musique et les paroles de sagesse. Ils regardaient Kofi, et dans leurs yeux il n'y avait plus de haine. Juste de l'acceptation. Et peut-être, pour certains, le début du pardon. Cette nuit-là, quand Kofi s'agenouilla devant la tombe de sa mère comme il le faisait chaque soir, il sentit quelque chose de différent. Une chaleur. Une présence. Et dans le vent qui soufflait doucement à travers les branches du baobab fendu, il crut entendre sa voix. « Je suis fier de toi, mon petit Kofi. Enfin, tu as compris. » Il pleura. Pas de honte cette fois. De soulagement. De gratitude. De paix. Le baobab fendu continua de pousser, ses deux moitiés s'élevant vers le ciel comme des mains jointes en prière. Et entre ses racines, là où la terre était la plus riche, les plus belles fleurs de Dagara fleurissaient chaque saison, nourries par les larmes, le sang et la sueur d'un homme qui avait appris, enfin, ce que signifiait être véritablement humain. Car voyez-vous, mes amis, on ne peut pas être plus fort que le destin. Mais l'on peut apprendre à danser avec lui. On ne peut pas échapper aux ancêtres. Mais on peut les honorer. Et on ne peut jamais se tenir seul contre le monde. Car nous sommes, parce que nous sommes ensemble. Ubuntu.
Que cette histoire vous rappelle toujours, l'arbre qui pousse seul attire la foudre, mais la forêt résiste à toutes les tempêtes.